Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Amadou Koulibaly. La civilité entre Monsieur le Premier ministre et les membres de son équipe gouvernementale. Voilà. Voilà, encore une petite seconde. Voilà, pour terminer la séance de photos. Voilà, mesdames et messieurs les photographes, merci. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs les photographes, nous allons commencer la cérémonie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Bakary Sanogo, directeur de la communication au cabinet de Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs les journalistes, principaux invités du jour, merci de votre présence à cette rencontre. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du cabinet de Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs et représentants des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile. Merci de votre intérêt pour l'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, point n'est besoin de vous remercier. C'est vous, l'hôte, qui recevez les médias. C'est vous qui avez instruit d'organiser cette rencontre, estimant qu'il était important d'échanger avec la presse. Opportunité donc pour vous, cet après-midi, d'expliquer certains axes d'orientation du gouvernement que vous dirigez, de répondre aux préoccupations des Ivoiriens et surtout de dire où vous conduisez le pays en termes de perspectives socio-économiques. Deux grands axes à l'agenda de cette rencontre. Un, l'exposé liminaire de Monsieur le Premier ministre et deux, la session de feu roulant des questions-réponses avec le conférencier. Nous terminerons par un cocktail après la photo de famille que Monsieur le Premier ministre fera avec les membres de la presse. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, cela fait quelques 12 mois que vous êtes en place. 12 mois d'action, 12 mois d'opération, 12 mois au service des populations. Avant les propos de Monsieur le Premier ministre, en vidéo et en 5 minutes, 23 secondes, retour sur quelques temps forts de l'action gouvernementale 2017. Vidéo, s'il vous plaît. Parce que l'eau est vraiment source de vie. On ne peut pas arriver à l'émergence si les populations n'ont pas accès à l'eau. Avant, à 4 heures du matin, c'est l'heure par l'eau Margot. Ça nous fait du bien, on est content. Quand je vais envoyer l'eau potable, on est content. Le président a pris l'engagement d'électrifier tous les villages qui ont plus de 500 habitants, 600 sur 7. Tout ce qui peut être fait pour permettre à nos concitoyens de se déplacer rapidement, nous le ferons.
les citoyens ont compris l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre. Le gouvernement a pris le décret portant plafonnement des prix et marges des produits suscités. Et grâce au gouvernement, aujourd'hui j'ai un chez moi et je suis très très satisfait. C'est une volonté du chef de l'État que toute personne vivant en Côte d'Ivoire ait accès aux soins. Afin de renforcer la paix sociale et le progrès économique de notre pays, il était utile de conclure une trêve sociale. Le président, en Conseil des ministres, a décidé le plan d'urgence pour la Congo de 174 milliards de francs CFA. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Michel, est venu apporter la compassion, le secours, le réconfort à nos frères ouest. Avant de pas exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, il y a fait de la question de la réparation une priorité. Quand il y aura des compatriotes ivoiriens qui seraient en situation de vulnérabilité extrême, nous sommes tenus en tant que gouvernement de faciliter leur retour. Notre travail, c'est de faire en sorte que nous ayons une grande armée. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. L'édition de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire a été bien accueillie par la communauté des investisseurs et a connu un grand succès. Le gouvernement compte sur la contribution de tous, et en particulier du secteur privé, en vue de maintenir notre dynamique économique. La réforme de la filière dans le café-cacao a permis de doter cette importante filière d'un mécanisme de performance, gestion des prix. D'importants efforts ont été déployés par l'État dans le domaine des infrastructures pour améliorer la compétitivité de notre économie. De ce pays, quand je vois tous ce jeunes enthousiastes, et ils montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre dans le temps. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette approbation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous inviter maintenant ici pour vos propos liminaires. Bien, mesdames et messieurs, compte tenu de la journée particulière qu'est le 14 février, je voudrais, avant tout propos, fêter à toutes et à tous une bonne fête de Saint-Valentin et exprimer
je dirais surtout aux dames, tous les regrets avec le report d'1 heure de la conférence de presse qui réduit le temps pour se préparer donc, pour cette belle fête. J'imagine que je suis donc excusé. Ceci étant donc... merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les partenaires donc, au développement, mesdames et messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, monsieur le président de la CGECI, mesdames et messieurs les membres des organisations professionnelles et de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je retrouve les acteurs des médias nationaux et internationaux cet après-midi à l'occasion de cette conférence de presse. La rencontre de ce jour vise d'une part à informer et sensibiliser nos concitoyens sur l'ensemble des actions réalisées par le gouvernement, puis de les rassurer quant aux perspectives à venir. Il s'agit pour nous, dans l'esprit d'ouverture et de transparence, d'ouverture d'esprit et de transparence, instaurée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'entretenir un dialogue constructif avec nos concitoyens. Et je voudrais vous dire que cela est essentiel. Mon objectif aujourd'hui est de présenter aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, à travers vous, hommes et femmes de médias, sur la base de nos acquis en matière de paix et de sécurité, les efforts déployés par le gouvernement pour répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes en matière de progrès économique et de bien-être social. À ce titre, j'ai noté également quelques critiques et inquiétudes de nos concitoyens sur lesquels je voudrais m'arrêter, car en tant que chef du gouvernement, les préoccupations des Ivoiriens donc, sont les miennes. Je vais y accorder toute mon attention en vue d'y apporter quelques éléments de réponse. Ainsi, avant nos échanges, que je souhaite donc fructueux, mon propos liminaire s'articulera autour de 3 points essentiels. Tout d'abord, les sujets qui ont marqué l'actualité au cours de ces dernières semaines, notamment l'annexe fiscale, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la CGECI, le budget de l'État, on nous a aidés pour payer donc, les salaires donc, des fonctionnaires, la question de l'endettement donc, de notre pays, le problème de gouvernance, le renouvellement du parc automobile, la limitation d'âge de véhicules d'occasion importés, etc. Ensuite, nous évoquerons l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, parce que c'est le cœur de l'action du gouvernement. Et enfin, nous aborderons une question essentielle également, l'emploi, notamment des jeunes. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, tout d'abord, concernant l'annexe fiscale. À ce propos, je voudrais souligner que le gouvernement, depuis sa mise en place en janvier 2017, a toujours privilégié le dialogue face aux revendications de nos concitoyens. Même si, concernant le patronat, je n'oserais pas les appeler des revendications, mais je dirais des préoccupations. Depuis ces dernières années, le gouvernement s'efforce de faire du processus d'élaboration de l'annexe fiscale un cadre d'échange avec le secteur privé
afin d'améliorer sa compétitivité, tout en recherchant à travers des mesures spécifiques l'optimisation du rendement de notre système fiscal. C'est dans ce cadre que le dialogue sur l'année fiscale 2018 a été de nouveau abordé suite aux orientations qui nous ont été données lors du séminaire gouvernemental par le chef de l'État. Ce dialogue a permis d'aboutir, je suis heureux de vous le dire, à des solutions consensuelles basées sur des compromis concédés par les deux parties. Ainsi, la version amendée de l'annexe fiscale 2018 a été adoptée ce jour en Conseil des ministres par ordonnance du chef de l'État et rentrera en vigueur dès demain, jeudi 15 février 2018. Le gouvernement et le secteur privé continueront à travailler et à chercher ensemble des mesures privilégiant l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la contrebande sur certains produits, notamment le tabac et les boissons alcoolisées. Nous poursuivrons ensemble nos efforts. Nous avons conscience de la nécessité de maintenir la sécurité, la paix sociale et le progrès économique si durement acquis avec l'avènement à la magistrature suprême en 2011 du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je voudrais aborder à présent la question du budget de l'État. J'entends dire que le budget de l'État de Côte d'Ivoire serait entièrement alimenté par des apports extérieurs, notamment un appui budgétaire de la France, qui aurait servi à la fin de l'année dernière au paiement des salaires des fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'énormité? Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est exactement. Les ressources intérieures de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources, comme vous pourrez le constater sur le tableau qui est ici projeté, couvrent nos dépenses salariales, nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, sur les ressources propres. Les ressources de l'État de Côte d'Ivoire sont donc largement suffisantes pour permettre au gouvernement de faire face lui-même au paiement des salaires des fonctionnaires, dont le montant s'est élevé à 1 512 milliards de francs CFA en 2017. Dans le même registre, je voudrais revenir sur la question récurrente de l'endettement. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le Sénégal, 54,4% pour le Kenya et 72,4% pour le Ghana, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70% et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Aussi, les grands succès enregistrés par les différents eurobonds et les taux relativement bas obtenus sur les marchés internationaux constituent un signal positif pour la révision à la baisse, à moyen terme, des cours sur notre marché financier sous-régional. Nos concitoyens peuvent donc être rassurés de la bonne gestion de notre endettement et de l'intérêt que porte le gouvernement au bien-être actuel et futur des Ivoiriens. Un autre sujet d'actualité concerne la gouvernance et plus particulièrement la lutte contre la corruption. Dans ce domaine, d'importantes réformes ont été mises en œuvre et se renforcent constamment pour lutter efficacement contre la corruption. Je voudrais en citer
quelques-unes. La mise en place de la Cour des comptes, qui permet de renforcer le contrôle de la gestion des finances publiques. La mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec le débarrage effectif des déclarations de patrimoine des hauts cadres et personnalités de l'État. La mise en place du tribunal du commerce d'Abidjan et l'installation très prochaine, conformément à nos engagements, de la Cour d'appel de commerce. Ces réformes ont permis à notre pays d'améliorer ses performances dans de nombreux indicateurs internationaux de bonne gouvernance, notamment le MCC, Millennium Challenge Corporation, l'OGP, l'Open Government Partnership, le CPIA, qui est l'évaluation des politiques publiques et des institutions de la Banque mondiale, les indicateurs Mo Ibrahim, ainsi que ceux des agences de notation. Toutefois, le gouvernement reste conscient qu'il doit renforcer ses efforts dans ce domaine en recherchant constamment l'efficacité des dispositifs institutionnels et opérationnels mis en place. À cet égard, j'ai effectué une visite le 12 janvier dernier à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, afin de marquer la ferme volonté du gouvernement et du chef de l'État d'accompagner cette institution dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un dispositif de sanctions. Enfin, et dernier sujet sur lequel je voudrais revenir avant de passer au bilan et aux perspectives. Cela concerne le renouvellement du parc automobile et la limitation d'âge des véhicules d'occasion importés. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les BACA. Le ministre des Transports a récemment porté un démenti aux allégations contraires maintes fois reprises par la presse. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier FDTR. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les accidents. L'objectif est également de permettre de développer un marché intérieur pour le montage de véhicules en vue de créer des emplois directs et indirects. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise par de nombreux pays, de la sous-région. Par ailleurs, le ministre des Transports prendrait les dispositions nécessaires afin de faire appliquer les démarches d'accompagnement prévues dans ce sens. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, nous allons à présent aborder la deuxième partie de mon propos liminaire. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait le bilan détaillé de la première année d'exercice des institutions de la Troisième République. Il a aussi donné les lignes directrices des perspectives pour 2018 et celles des années à venir. Conformément à ces orientations, le gouvernement s'est donc engagé, à l'issue du séminaire gouvernemental de janvier sur le programme d'action prioritaire 2018, à renforcer son action en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations avec un accent particulier sur la question de l'emploi.
Concernant l'amélioration des conditions de vie des populations, d'importants projets ont été mis en œuvre et les efforts seront poursuivis au niveau des infrastructures et des services sociaux de base. Dans le secteur de la santé, après la livraison de plusieurs centres hospitaliers à Abidjan et à l'intérieur du pays en 2017, notamment le CHU d'Angré et le premier centre d'oncologie et de radiothérapie de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a adopté un large programme de renforcement des infrastructures hospitalières à l'échelle nationale, et ceci pour un coût de plus de 577 milliards de francs CFA. Ce programme sera exécuté sur les 3 années à venir et permettra de rehausser l'offre ainsi que la qualité des soins proposés à nos concitoyens. La première tranche de ce programme a été lancée le 16 janvier 2018 à Yopougon et concerne la réhabilitation, l'équipement et la maintenance de 8 hôpitaux généraux. Les nouvelles tranches de ce programme démarreront dès juillet 2018. Dans le secteur de la protection sociale, après la réhabilitation de 9 centres de santé universitaires et le lancement de la phase pilote de la CMU en avril 2017, pour une population cible de 150 000 étudiants, la finalisation des travaux de réhabilitation des principaux centres de santé permettra de garantir un niveau de service raisonnable aux patients pris en charge par la CMU dès la fin de la phase pilote. La CMU sera généralisée en 2019. Un autre chantier important de la politique du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations est celui de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Dans le domaine de l'eau potable, les travaux engagés à Abidjan par le gouvernement depuis 2012 ont permis de régler à ce jour la question de la disponibilité en eau potable. Mais je sais que dans des quartiers comme Abobo, Yopougon, etc., il se pose encore des problèmes d'approvisionnement en eau pour des raisons de vétusté du réseau de distribution et de nécessité d'extension du réseau. Des efforts additionnels sont donc en cours. Soyez rassurés, ils permettront de résoudre la question du stockage ainsi que celle de la distribution d'eau de qualité à tous les Abidjanais par la réhabilitation, la rénovation et l'extension du réseau de distribution. À cet égard, le gouvernement a adopté ce matin en Conseil des ministres un décret portant ratification de l'accord de prêt de la BEI pour justement régler toutes ces questions dans les communes que je viens de citer et bien d'autres. Un accent particulier sera mis sur l'approvisionnement des villes et des localités de l'intérieur pour couvrir à terme les besoins de toutes nos populations. En matière donc d'électricité, 4 639 localités sur les 8 513 au total ont été couvertes en 2017. Notre engagement de ce secteur sera de finaliser l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants au plus tard à fin 2019, avec une masse critique pour l'année 2018. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement a engagé en 2017 le contrôle des prix de certains produits de grande consommation, le riz, l'huile, la tomate, et a procédé à la restructuration des organes de surveillance. Ce dispositif a porté ses fruits et a permis une baisse des prix de l'ordre de 9% en ce qui concerne les denrées donc essentielles. Ce dispositif sera renforcé d'une part par le marquage systématique des prix plafonds sur les emballages des produits de grande consommation et d'autre part par l'accompagnement de la mise en place effective du projet communautaire de création de la bourse régionale des produits vivriers. Dans le secteur du logement, je me félicite de la réalisation et de la livraison sur l'année 2017 de 4 702 logements du programme présidentiel de logements sociaux,
le gouvernement accélérera le rythme de réalisation et de livraison des logements afin d'offrir un toit à chaque Ivoirien. Plus de 10 000 logements devraient être livrés au cours de l'année 2018. Dans le secteur des transports, après l'acquisition des 500 bus pour renforcer le parc de la Sotra et le lancement de l'exploitation des sociétés privées de transport lagunaire en 2017, le gouvernement renforcera ce dispositif par la livraison prochaine de 500 nouveaux bus cette année. À moyen terme, la réalisation de la ligne 1 du métro, dont les travaux ont été lancés fin novembre dernier, constitue la voie pour la réalisation ou pour la résolution complète des difficultés de transport des Abidjanais. Je dois d'ailleurs vous dire que le gouvernement travaille également à la réalisation de la ligne 2 du métro reliant Yopougon à Bingerville en passant par Cocody. Mesdames et messieurs, l'une des priorités importantes du gouvernement concerne la question de l'emploi, notamment celui des jeunes. Les efforts du gouvernement dans ce domaine visent notamment à accélérer la transformation structurelle de l'économie. Il s'agira d'attirer des investissements dans les secteurs porteurs, de densifier le tissu industriel national, de constituer une main-d'œuvre nationale compétente en vue de soutenir l'émergence de champions nationaux et ainsi favoriser la création d'emplois pour nos jeunes. Il s'agit également pour le gouvernement de poursuivre les réformes structurelles et sectorielles nécessaires à l'amélioration de l'environnement, donc des affaires, de réaliser des investissements dans le secteur des infrastructures économiques afin d'améliorer la compétitivité globale de notre économie, de promouvoir la transformation locale de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, de procéder à l'éducation et la formation technique et professionnelle donc de nos jeunes. À cet égard, les travaux en cours de révision du Code des investissements mettent un accent particulier sur le concept de contenu local. Ils visent notamment la création locale de richesses, d'emplois et le transfert de technologies à travers la collaboration entre les entreprises internationales et locales dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets d'envergure. C'est le cas du métro d'Abidjan, dont le coût est estimé à 1,4 milliard d'euros et où plus d'un tiers du projet pourra être exécuté par les entreprises locales, ce qui offrira également des emplois à nouveau pour nos jeunes. Toujours dans le secteur des transports, plus de 10 000 emplois sont attendus à la fin des travaux d'agrandissement du port de San Pedro. Ils devront connaître un début de réalisation cette année avec plus de 350 milliards de francs CFA d'investissement. Il en est de même pour les infrastructures routières, où de nombreux projets structurants permettront également de créer des emplois en direction de notre jeunesse. Il s'agit du 4e pont qui va relier le plateau à Yopougon, des 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand, de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, du prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou et Tiébissou-Bouaké. Dans le domaine de la transformation locale de nos matières premières, notamment l'anacarde de cacao, les mesures en cours de mise en œuvre permettront un développement rapide d'une industrie locale et par conséquent la création d'emplois stables et de qualité. Pour l'anacarde, les mesures prises par le gouvernement et le projet d'appui à la compétitivité de la filière financé par la Banque mondiale, le projet dit donc Bird Enclave, d'un montant de 200 millions de dollars US, permettront d'accompagner l'installation de nombreux transformateurs, générant ainsi plus de 100 000 emplois dans les zones de production. Pour le cacao, les conventions déjà conclues sur les 5 ans qui viennent, avec 8 industriels pour la transformation du cacao,
devrait permettre de passer d'une capacité cumulée de 566 000 tonnes à 820 000 tonnes à terme, avec un impact important sur le niveau d'emploi direct et indirect généré. Tous ces projets sont soutenus par un programme de renforcement des compétences basé sur la construction de 18 établissements techniques et professionnels et la réhabilitation dans le même secteur de 23 établissements. Ce programme sera exécuté selon les priorités du secteur privé en vue d'assurer l'adéquation formation-emploi des futurs diplômés pour faciliter leur insertion. Par ailleurs, en vue d'avoir une jeunesse bien formée, le gouvernement a procédé à l'ouverture de l'Université de Mans en 2017 et aux travaux de réhabilitation et d'extension des universités de Daloa et de Korogo. Les travaux de la future université de Bondoukou démarreront en 2018. Le bouclage de financement de l'université de San Pedro est en cours pour un démarrage donc des travaux également en 2018. Tout ceci nous permettra également d'être conformes à l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de construire 5 nouvelles universités. En outre, conformément aux dispositions du Code du travail de 2015, des textes seront pris pour encadrer l'insertion des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, notamment par manque de formation et dont l'âge serait trop avancé. Il s'agit du décret relatif aux chantiers écoles qui permettra de mettre en situation de travail les populations cibles, avec à terme la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle. Par ailleurs, le renforcement de notre coopération avec des partenaires tels que la Chine et l'Inde vise à la création de nouveaux emplois en favorisant la délocalisation des entreprises originaires de ces pays vers la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs textiles, du montage électronique et de l'industrie pharmaceutique. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui, tant par ses réalisations que par ses perspectives de développement, à un niveau salué par la communauté internationale grâce à la vision du président de la République et à son leadership. Au cours de son premier mandat, le président de la République a orienté l'action du gouvernement sur la consolidation de la paix, le redressement et la relance de notre économique. Sur la base de ces acquis, nos efforts se concentreront maintenant sur le maintien d'une dynamique économique forte, la question de la redistribution de la richesse, ainsi que l'émergence de l'Ivoirien nouveau, pour inviter toutes et tous à privilégier l'intérêt général, notamment dans l'exercice de l'action politique et administrative. Cette orientation traduit bien la volonté du président de la République de faire davantage pour le bien-être de nos populations, tout en assurant la promotion des valeurs citoyennes, morales et humaines, socle de tout développement personnel et collectif. Il revient maintenant à chaque Ivoirien de faire la différence. En adoptant ce concept qui renvoie au travail acharné, à la discipline, à l'équité, à la probité et au respect de l'autre et des institutions de la République. Pour sa part, le gouvernement s'engage à se conformer à cette nouvelle orientation afin de se mettre au service des populations pour leur bien-être et leur plein épanouissement. Avant d'ouvrir nos débats, que je voudrais féconds, il convient de retenir que notre pays a les potentialités économiques nécessaires pour maintenir une dynamique de croissance forte et durable. Et cela est confirmé par tous nos partenaires et toutes les études réalisées par des instances internationales, notamment l'OCDE. Les efforts déployés pour améliorer la gouvernance et la gestion des finances publiques sont aujourd'hui reconnus de tous, octroyant ainsi une forte crédibilité à notre pays sur les marchés financiers régionaux et internationaux, comme en témoigne le succès de nos différentes émissions souveraines. Notre pays bénéficie également d'un capital humain dont la qualité nous a toujours permis de faire la différence.
Nous continuerons d'investir lourdement dans ce domaine afin de maintenir et d'améliorer davantage nos acquis. Toutes ces potentialités sont adossées à une vision claire du président de la République que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre pour transformer profondément la société ivoirienne tout en améliorant le bien-être des Ivoiriens. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre aimable attention et vous dire que je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà. Des questions d'actualité, des points de satisfaction sur la période 2017 et surtout les perspectives pour de meilleures conditions de vie des populations. Mesdames et Messieurs les journalistes, voilà donc le paysage présenté par le chef du gouvernement. Et maintenant, place aux échanges. La parole est à vous, le Premier ministre est à vous, face à vous. Nous allons procéder de la manière suivante. Il paraît que tu empêches qu'on me voie. Et nous allons donc procéder ainsi. Je suggère que nous prenions deux questions et on passe la parole au Premier ministre. Pas 3, 2 ça suffira largement. Je vous prie de bien vouloir être succinct, précis. Présentez-vous, nom et prénom et les médias que vous représentez. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous allons commencer le feu roulant des questions. Je suis sûr que vous êtes prêts. Oui. À ce stade, je n'ai pas beaucoup le choix. Oui, juste en face, monsieur. Il y a des micros. Voilà. Bon, monsieur, vous avez déjà le micro, allez-y. Je suis Samazei, journaliste au Démocrate. Merci, monsieur le Premier ministre. Mes vœux les meilleurs. J'ai 2 préoccupations. Excellence, concernant le transport. Le prix du transport à Abidjan est devenu un casse-tête. À chaque moment de la journée, nous avons un prix d'un quartier à l'autre. À ce stade, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour soulager les concitoyens? Excellence, ma deuxième préoccupation, juste après la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, un de vos proches collaborateurs déclarait ceci: nous n'allons plus tolérer l'indiscipline dans l'armée. Alors que 48 heures après, voici ce à quoi l'on a assisté à Bouaké. Un affrontement entre les militaires et les frères d'armes du CCDO. Des armes auraient été emportées. Le commandement du CCDO calciné. On nous fait savoir encore que les militaires du 3e bataillon, Excellence, ne veulent plus la présence du CCDO à Bouaké, accusés de les espionner au profit du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Que s'est-il réellement passé à Bouaké? Et si les militaires ne veulent plus voir le CCDO à Bouaké, l'État de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le chef du gouvernement, va-t-il se plier contre ce mécontentement des militaires? Et enfin, monsieur le Premier ministre... S'il vous plaît, nous sommes généreux, nous allons donner la chance à d'autres personnes, okay. Je vous en prie. Merci. Voilà. Merci à tous les autres qui vont suivre de ne pas suivre ce modèle. Allô? Soyons précis. Je suis Bamba Mafumbe, LG Info. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Vous avez annoncé certainement la bonne nouvelle, mais la fumée blanche n'est pas totalement sortie concernant l'année fiscale. Merci Une beaucoup. ordonnance a été prise. Quelles sont les grandes mesures qui ont été annulées? Première préoccupation. La deuxième, j'ai parcouru la loi des finances 2018. Vous avez parlé de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Et je constate qu'on a affecté comme dotation budgétaire 4 700 000, 4 500 000,
à des sous-préfets. Que peut un sous-préfet avec une telle dotation, par exemple, se trouverait à régler un conflit entre une multinationale et des villageois? Voici mes deux préoccupations. Merci, monsieur le ministre. Ok, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Bien. Bon, la première question donc, qui m'est posée concerne donc, la question donc, des transports. Je pense que je ne vais pas donc, réduire à la question telle que vous l'avez posée. C'est la problématique, je dirais, des transports donc, à Abidjan et la problématique du coût donc, des transports à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où pour aller, prenons d'un point comme à Djamé, donc à Port-Boué, nous avons donc plusieurs ruptures de charge. Vous ne pouvez pas donc avoir un seul moyen de transport donc, qui vous amène donc, d'un point donc, à l'autre. Ça c'est une chose, vous prenez un Wara-Wara quelque part, vous descendez à un endroit, de là-bas vous prenez donc, un autre Wara-Wara pour aller ailleurs, quelquefois vous prenez un bus, donc, etc. La politique donc, du gouvernement, donc c'est pour cela que je voulais indiquer, est déjà de mettre en place donc, des transports donc, massifs qui permettront donc, de transporter de grandes donc, capacités d'un point à un autre avec un coût donc, de transport qui soit donc, le plus efficace. C'est pour cela que nous avons mis donc, l'accent sur le métro qui, vous devez vous souvenir, permettra de partir d'Anyama en passant par Abobo, à Djamé, le plateau, Marcory, jusqu'à Port-Boué. Et je vous ai annoncé également que le gouvernement travaille donc, sur l'autre ligne donc, du métro qui permettra de partir donc, de Yopougon en passant par le plateau, en allant donc, à Cocody jusqu'à Belgerville. Ça, c'est pour vous donner donc, la vision. Après, nous avons plusieurs modes de transport donc, qui cohabitent. Donc, nous avons donc, les transports donc, taxi, nous avons des transports par Baka, nous avons les transports donc, lagunaires, donc je dirais transports terrestres, lagunaires, etc. Demain, il nous faudra avoir une organisation donc, de régulation de l'ensemble de tous ces modes de transport. Et nous sommes en train de travailler pour que lorsqu'on aura cette organisation, donc au niveau des transports, cette structure, que l'on puisse avoir avec un seul ticket la possibilité de payer avec ce ticket et se déplacer d'un point donc, à un autre sans avoir à chaque endroit à payer donc, quelque chose donc, de nouveau. Donc c'est une question à laquelle le gouvernement a réfléchi. Nous avons eu un séminaire donc, il n'y a pas longtemps et ce séminaire a permis donc, de dégager, je dirais, donc, cette piste qui permettrait donc que ce qui existe dans beaucoup de capitales donc, importantes, des organisations donc, de régulation au niveau donc, des transports et qui permettent à partir de là qu'avec un ticket, vous puissiez, quand vous le payez, donc, parce qu'il y a quelqu'un qui assure donc, la cohérence et l'organisation au niveau de tous les modes, vous déplacer d'un point à un autre à un coût qui soit donc compétitif. Alors pour l'heure, donc, ce que je peux donc, vous dire, c'est que nous faisons en sorte que les différents donc, transporteurs n'aient pas de prétexte pour augmenter donc, les prix ici ou là, et c'est un travail que le ministère des Transports donc, fait au quotidien au niveau donc, des gares, donc, etc. Donc voilà en termes d'orientation ce qui sera fait, qui permettra demain donc, les Ivoiriens puissent se déplacer à Abidjan d'un point à un autre, à un coût qui soit un coût donc, qui soit réduit, un coût efficace, et qui permettent d'éviter toute une série de ruptures de charges qui permettent là d'avoir des coûts qui sont donc prohibitifs. Alors, vous indiquez qu'après la présentation des vœux, nous avons indiqué qu'on n'acceptera plus l'indiscipline de l'armée, mais ça c'est vrai. Je peux donc le redire également aujourd'hui. L'indiscipline donc de l'armée ne peut pas être tolérée et elle ne sera pas admise. Alors, c'est vrai qu'il y a eu donc cette question au niveau donc, du 3e bataillon donc, et du CCDO. Mais la question a été traitée donc, par le gouvernement. Vous noterez déjà que ce n'est pas donc, une mutinerie. Vous noterez déjà que ça n'a rien à voir avec les problèmes que nous avons vécus au niveau donc, de l'année 2017. C'est malheureux qu'il y ait eu donc, un problème entre des forces qui sont censées agir donc, dans la même direction et pour protéger donc, les populations. Mais des décisions ont été prises
Alors, vous savez que sur ces questions, on ne peut pas s'étaler de manière totalement publique, mais la question est en train d'être traitée et je réaffirme ici, en tant que chef du gouvernement, donc que l'indiscipline dans l'armée ne pourra être tolérée. L'armée de Côte d'Ivoire est en cours de restructuration. Le ministre de la Défense mène cette opération avec efficacité. Nous avons une pyramide dans notre armée qui n'est pas une pyramide, qui permet d'avoir même une armée qui soit fonctionnelle. Des travaux donc sont en cours. Vous avez noté qu'à la fin de l'année 2017, environ 1 millier de manière volontaire donc, sont partis. Ce programme donc, va continuer avec des incitations. Il nous faut construire une nouvelle armée, une armée républicaine digne de notre pays. Personne de nous ne peut ignorer que l'armée que nous avons est issue des conditions que vous savez, je ne reviendrai pas là-dessus, mais le gouvernement est déterminé sous l'autorité du chef de l'État à construire une armée républicaine, une armée disciplinée, une armée au service donc, du peuple ivoirien. Alors, vous nous dites au niveau de la... Alors, sur l'annexe fiscale, nous avons eu des discussions donc, avec le patronat. Il y avait un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées donc, par les PME. Toutes ces préoccupations spécifiques imprimées par les PME concernant l'impôt minimum forfaitaire, toutes ces préoccupations ont été prises en compte et nous avons donc annulé les dispositions nouvelles qui étaient prévues dans l'annexe fiscale donc 2018 et nous sommes revenus aux dispositions donc, antérieures. Un autre point était les droits d'assises donc, qui étaient prévus d'augmenter en ce qui concerne donc, la bière. Donc, nous devions donc, passer de 10 points d'augmentation. Nous avons négocié avec donc, le patronat et nous nous sommes accordés sur une augmentation de 2 points en ce qui concerne donc, la bière. Pour les boissons non alcoolisées, nous nous sommes également accordés donc, sur une augmentation de 2 points pour 8 points d'augmentation qui étaient prévus au niveau donc, de l'annexe fiscale. Nous avions donc, au niveau des transferts d'argent prévu donc, une taxe de 0,5% sur les transferts d'argent. Nous sommes revenus donc, sur donc, cette taxe de 0,5%, ce qui permet donc, aux différents ménages donc, de continuer à effectuer les transferts monétaires dans les conditions donc, antérieures. Alors, c'est toutes ces mesures qui étaient prévues, sur lesquelles nous avons discuté. Je peux vous prendre aussi l'exemple du tabac, donc, où les droits d'assises étaient de 35%. Nous avions prévu de les passer donc, à 38% et nous nous sommes accordés donc, sur 36%. Donc, tous ces éléments ont été pris en compte et ont été rediscutés donc, avec le secteur privé. Ce qui est important de noter, c'est que nous sommes parvenus donc, à un accord. Cet accord a induit naturellement des moins-values. Nous avons pris donc, des dispositions nouvelles au document fiscal pour combler donc, le gap et nous avons également prévu que les régies fiscales améliorent un peu donc, leur recouvrement et une série de dispositions d'ailleurs en ce qui concerne le foncier ont été donc, adoptées aujourd'hui donc, en Conseil des ministres et je suis persuadé que sur ces ressources nous aurons donc des bons importants qui seront effectués au cours de l'année 2018. Alors concernant les dotations donc, des sous-préfets, la dotation des sous-préfets, ce n'est pas pour régler le problème avec une multinationale. C'est une dotation pour le fonctionnement au quotidien donc, de sa sous-préfecture. Bon, donc les salaires sont payés par ailleurs, les frais d'abonnement sont payés par ailleurs, etc. Donc, si vous voulez savoir ce que coûte une sous-préfecture, ne prenez pas la ligne de 4,5 millions, prenez tous les coûts salariaux de la sous-préfecture, prenez tous les coûts des abonnements de la sous-préfecture, etc. Vous arriverez à avoir donc, ce que coûte une sous-préfecture à l'État de Côte d'Ivoire et vous vous rendrez compte que ce n'est pas 4,5 millions qui sont mis par chaque sous-préfecture à l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre de fonctionner. Merci. La deuxième série, monsieur en face qui était le premier à lever la main. Voilà, merci pour la précision. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Baudelaire Mieux et j'ai une double casquette de l'agence Bloomberg et du magazine Jeune Afrique. Dans votre exposé liminaire, vous n'êtes pas venu sur
la croissance 2017 et à quel chiffre elle sera projetée en 2018, et aussi au niveau du déficit budgétaire, est-ce qu'on a fini à 4,5 selon les projections en accord avec le FMI? Et cette année, il est question de faire un autre eurobond. Si oui, quelle sera la taille? Parce qu'on apprend que 75% seront levés hors de Côte d'Ivoire et 25% localement. Pourquoi ce choix? Est-ce à dire qu'on a un problème de liquidité sur notre marché sous-régional? Oui, juste derrière. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis Kra Bernard du quotidien L'Expression. Alors, Monsieur le Premier ministre, dans vos propos liminaires, vous avez mis un accent particulier sur l'utilisation optimale des ressources de l'État. Alors, des médias ont révélé récemment que le budget de souveraineté du président de la République a explosé depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Certains médias ont récemment avancé le chiffre de 342 milliards. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous êtes le ministre du budget et du portefeuille de l'État. Que pouvez-vous dire sur le montant affecté au budget de souveraineté du chef de l'État? Merci. Bien. Alors, concernant la première question sur la croissance, la croissance estimée donc, pour 2017 est autour de 7,6%. C'est la croissance que nous avons estimée avec le Fonds monétaire. Et en ce qui concerne le déficit, vous vous souviendrez certainement que dans les négociations qu'on a eues avec le Fonds monétaire, nous avions un objectif d'un déficit de 4,5 en 2017, de 3,75 en 2018 et que nous devons converger à 3 donc en 2019. Alors, les comptes ont été arrêtés et pour 2017, nous aurons donc un déficit de 4,3. Donc, nous faisons même mieux que ce que nous avions donc arrêté donc, avec le fonds monétaire. Donc, le programme donc, est en ligne et c'est quelque chose qui va permettre de rassurer, de consolider la crédibilité de la gestion économique du pays donc, au niveau international. Et ceci, donc, d'ailleurs, dans la préparation de l'eurobond dont vous venez donc de parler. Alors, sur l'eurobond, il faudrait que l'on puisse expliquer. En fait, quand chaque année, le budget est fait, depuis toujours, il y a un montant de ce budget en termes donc, de ressources que nous allons rechercher sur le marché des capitaux. Mais on a déjà démontré donc, tout à l'heure que nos ressources donc, intérieures de plus de 3 000 milliards permettent à notre pays, la Côte d'Ivoire, de faire face à ses dépenses de salaire, de fonctionnement et d'investissement trésor. Maintenant, nous avons une ambition. Il ne s'agit pas donc d'être statique. Nous avons une ambition, vous la connaissez, c'est celle d'être un pays émergent à l'horizon 2020, une ambition d'investissement dans les infrastructures pour améliorer la compétitivité de l'économie. Nous avons donc une ambition d'être donc un grand pays. Tout cela donc, a un coût et il n'est pas donc, illégitime de chercher à financer l'ensemble de ces dépenses. Cette ambition conduit donc, chaque année au niveau du budget de voir ce que nous allons rechercher sur le marché donc, des capitaux. Selon les années, donc, je peux vous dire que l'année dernière, nous sommes allés pour à peu près donc, la moitié donc, sur le marché donc, international et l'autre moitié était sur le marché sous-régional, que l'année d'avant, l'ensemble de ces ressources ont été levées sur le marché donc, sous-régional, qu'avant, nous sommes allés 2 années de suite, en 2014 et 2015, sur les marchés internationaux. Donc, nous observons comment se comportent les taux et les conditions financières sur le marché international comparé donc, à notre marché sous-régional. Ceci pour optimiser justement l'endettement de notre pays, pour que donc, notre dette donc, soit donc, en termes de services donc, ultérieurement une dette qui soit supportable donc, par nos finances publiques. Ce que nous observons donc, du marché,
international comparé donc, au marché sous-régional, donc aujourd'hui, il est favorable. La crédibilité de la Côte d'Ivoire lui permet d'aller donc sur ce marché international. Ce n'est pas donné à tous les pays d'aller sur le marché international. On doit donc en être fiers. Tous les grands pays du monde sont constamment sur les marchés internationaux. Donc nous devons donc être fiers de pouvoir, nous, Ivoiriens, y aller pour les montants pour lesquels nous sommes allés l'année dernière. Alors pour cette année, dans le budget, pour dire les choses telles qu'elles sont, il était prévu que sur le marché des capitaux, nous allions pour 1310 milliards de francs CFA. Nous devions observer pour voir est-ce qu'on va sur le marché sous-régional, sur le marché international ou un mixte. Alors, après donc, réflexion, nous irons donc au niveau du marché sous-régional pour un montant. Donc, il y a autour un peu plus de 300 milliards de francs CFA. C'est un peu donc, notre objectif. Nous irons donc sur le marché donc, international donc, pour un eurobond en euros. Un eurobond donc, en euros, je vais rappeler que nous sommes le premier pays de notre sous-région qui est allé en euros donc, l'année dernière, que nous avons pu lever 625 millions d'euros à un taux de 5,125, alors que d'autres pays donc, étaient partis au niveau de la pas de la sous-région, d'autres pays étaient allés en Afrique. Hein. Ils sont allés pour des maturités beaucoup plus courtes et ont fait des taux qui étaient beaucoup plus élevés. Donc, mais pour revenir à votre question, nous irons donc sur le marché donc, de l'euro cette année. Donc, nous sommes en train de travailler et soyez simplement patients. Dans quelques jours, l'annonce officielle donc, de l'eurobond sera faite. Donc, non seulement nous irons sur ce marché de l'euro, nous sommes même en train d'imaginer d'avoir une émission internationale en francs CFA. Ce qui sera donc une première donc, dans notre sous-région. Et ce sera encore à nouveau, je l'espère et je le souhaite, un élément qui marque la crédibilité donc, de la Côte d'Ivoire et le leadership du président Alassane Ouattara. Alors, pour l'annonce de l'eurobond, soyez patients, c'est dans quelques jours. Hier, les banques chefs de file ont été choisies après donc, un appel d'offres. Donc, très bientôt, le ministre de l'économie et des finances fera une conférence de presse en bonne et due forme pour annoncer donc, que la Côte d'Ivoire repart donc, sur le marché de l'eurobond avec des montants donc, extrêmement précis. Je les ai, mais je préfère ne pas enlever au ministre de l'économie et des finances la primeur de son annonce le moment venu. Merci. Ah oui, les fonds, bon, les fonds de souveraineté, bon. Ce qui est dans cette question, si c'était une question qui était posée par des gens qui ignoraient simplement, je dirais, bon, on répond. Je vais répondre. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il y en a qui en parlent, mais qui n'ignorent pas, qui sont purement et simplement malhonnêtes. Ça, il faut qu'on le dise, qui disent des choses qui ne sont pas justes en le sachant, qui confondent ou qui feignent de confondre les dépenses de souveraineté d'un État et les fonds donc dits de souveraineté. C'est transparent, c'est dans le budget que les dépenses de souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, hors armée, parce que même on pourrait être fondé, à y rajouter toutes les dépenses de sécurité et les dépenses donc de défense. Quand vous entendez que l'on dit qu'il y a des ministères de souveraineté, ça veut dire qu'un État, il y a des éléments qui constituent donc sa souveraineté. Et en réalité, c'est 342 ou 343 milliards de francs CFA. Ce sont les dépenses de souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire qui regroupent les dépenses de toutes les institutions, donc de la République, présidence, primature, Assemblée nationale, Sénat, etc. Les dépenses donc, de tout ce qui est affaires donc, étrangères. Donc les... Alors, oui, c'est même affiché. Ah bon. Ah bah, vous avez la réponse derrière moi. Voilà. 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 Donc, les dépenses, hein, quand même. Moi, ce que je peux vous dire, depuis la dévaluation du franc CFA en 2014, pour comparer donc des choses comparables, les dépenses du fonds de souveraineté, ce genre de choses,
qui ne sont pas c'est pas de l'argent de poste, ça permet de gérer les équilibres donc, au niveau donc, de la nation. Je peux vous dire, ça n'a jamais été aussi bas que depuis la dévaluation donc, du franc CFA donc, en 2014. Mais pour répondre à votre question, les 300 et quelques milliards, ben, c'est du mensonge, voilà, vous voyez. Affaires extérieures, il nous faut bien des ambassades. Les juridictions, il nous faut bien les juridictions. Il nous faut des organes consultatifs. Vous avez donc tous les organes donc, exécutifs, les organes... Bon, vous avez la réponse. Vous pourrez donc dire aux uns aux autres que... Mais ce que je ne trouve pas acceptable dans cet exercice, c'est simplement qu'il y en a qui n'ignorent pas, mais qui veulent manipuler donc l'opinion, et je trouve que ce n'est pas acceptable. Et des gens qui veulent faire de la politique, bon, je n'en dirai pas plus. En tout cas, tel que nous la concevons, la politique, on ne fait pas des choses comme ça, tel que nous la concevons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une main là, oui, cette main qui est levée depuis. Voilà, madame, vous pouvez vous présenter. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Valérie Bonny, BBC. Vous parliez tout à l'heure de bonne gouvernance. J'ai beaucoup parlé avec les ambassadeurs et des entrepreneurs. Pour eux, la gouvernance n'est pas au petit niveau, mais au très très haut niveau. Et c'est ça que pour eux, cela plombe énormément le système économique ivoirien. Autre chose, il y a toujours 47% de pauvreté en Côte d'Ivoire. La théorie du ruissellement, pour l'instant, ne semble pas beaucoup marcher. Et enfin, vous parliez de sécurité routière tout à l'heure avec les nouveaux véhicules. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord apprendre aux gens à conduire? Est-ce qu'il ne faut pas remettre en question le permis de conduire? Oui. Ok, allez-y, monsieur. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. Merci à vous d'avoir organisé cette conférence de presse. J'ai deux questions portant sur l'action du gouvernement et votre action particulière, plutôt sur l'action future et l'action passée. Concernant le futur, on vous prête, Monsieur le Premier ministre, mais on ne prête qu'aux riches, des ambitions présidentielles, voire vice-présidentielles. Nous avons en France un président de la République passé qui avait mis dans la balance de sa reconduction, de son second mandat, sa réussite pour la lutte contre le chômage en France. Ça ne lui a pas réussi puisqu'il n'a pas été reconduit. Est-ce que vous-même, vous mettez à titre de chef du gouvernement dans la balance d'une éventuelle candidature future votre réussite en matière de lutte contre le chômage, en matière de couverture sociale et également de réforme de l'armée? Ça, c'est ma première... C'est ma première question, si vous le permettez, puisqu'on a une conférence de presse. La seconde question concerne votre passé, et je fais référence, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que je commence à vieillir moi aussi, concerne votre action passée au sein de l'équipe gouvernementale, et singulièrement présidentielle, à propos d'un programme éminemment symbolique et important. Il s'agit du PPU, le programme présidentiel d'urgence. 3, 4, 5 ans après ce PPU, je parle d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire. Vous faisiez tout à l'heure allusion aux entreprises de Côte d'Ivoire qui allaient participer aux grands travaux d'aménagement. Il y a encore aujourd'hui des PME, pas seulement, qui attendent d'être payées 4 ou 5 ans après le PPU. Sur 700 milliards de francs CFA, je crois qu'il y a encore 50 ou 60 milliards qui ne sont impayés. Comment expliquez-vous, Monsieur le Premier ministre, de tels dysfonctionnements? Est-ce que ces entreprises vont être payées et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été jusqu'à maintenant, sachant que beaucoup encore ont déposé le bilan? Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Alors, sur la question de la gouvernance, en tout cas, en tant que chef du gouvernement, je peux vous inviter à mon bureau si vous venez me dire ce que l'on vous a dit, en me donnant des éléments précis là-dessus. Et que vérification faite, ce que vous nous dites est exact et qu'il n'y a pas de sanction, à ce moment-là, vous pourrez m'interpeller à la prochaine conférence de presse. On ne peut pas se contenter de ce que l'on dit ici ou là. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 8 h dans mon bureau. J'admets que vous ne puissiez pas le dire donc en public. Venez à mon bureau demain matin à 8 h me donner des noms et des précisions et je les porterai à la connaissance du chef de l'État. Je n'en dirai pas plus parce qu'on ne peut pas spéculer.
et jeter l'opprobre donc, sur une catégorie de population, sur des gouvernants, etc., etc. Sachant que, je vous l'ai dit, les indices de gouvernance donc, se sont améliorés de manière objective et à la matière, je ne pense pas que notre pays peut réjouir dans le monde, y compris par rapport donc, à l'ensemble du monde. Je veux dire, pas au niveau africain seulement. Nous nous comprenons. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h et venez me donner donc, des éléments là-dessus. Alors, sur la pauvreté, je pense que vous avez les dernières statistiques. Mon intime conviction à la date d'aujourd'hui, même si nous savons que nous avons une pression forte donc, en Côte d'Ivoire, du fait de la croissance donc, qui est la nôtre, et que nous absorbons donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, des flux donc, qui viennent de pays voisins. Mais c'est normal, nous avons d'espace de libre circulation, et vous connaissez l'engagement de la Côte d'Ivoire en matière, je dirais, d'intégration. Ce que je dis, c'est que les statistiques que vous avez, donc de 46% qu'on avait lors de la dernière enquête sur le niveau des ménages après un taux de pauvreté qui était de 51%, nous sommes convaincus que malgré cet afflux, que ça a baissé. Vous avez des anciennes statistiques. Alors cette année, en 2018, pour avoir d'ailleurs des bases qui soient totalement comparables au niveau des États, il y a une enquête sur le niveau de vie des ménages qui sera lancée au niveau de l'UEMOA. À partir de cette enquête, non seulement on aura la même base donc, de comparaison, et on verra quel est le niveau de pauvreté dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, et nous pourrons faire des comparaisons. Mais le chiffre de 47, mais qui est en réalité 46 que vous avez donné, il date déjà donc, de 3 ans. Et je suis persuadé que depuis ces 3 années, beaucoup de choses se sont passées, plutôt positives de mon point de vue, et je crois que le taux, donc, il a baissé. Alors attendons donc, la fin de l'enquête et nous nous donnons rendez-vous à la fin de l'année pour juger de la baisse donc, du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Alors sur la sécurité donc, routière, oui, c'est une préoccupation. Moi, je dirais plus loin que vous sur cette question de sécurité routière. Je crois que c'est un problème de discipline. J'ai terminé tout à l'heure mon propos liminaire en parlant de l'Ivoirien nouveau dont le président a parlé donc, en 2015. Je crois qu'il y a un vrai besoin donc, de discipline et de civisme. On doit le reconnaître. On doit le reconnaître. Et cet appel que j'ai lancé, que le président a lancé depuis 2015 et dont nous devons nous faire tous ici donc l'écho au quotidien, chacun dans tous les milieux qu'il fréquente, me paraît être un appel extrêmement important. Ce pays a connu donc, la crise qu'il a connue. Au cours de cette crise, il y a eu en réalité une vraie inversion donc, de valeurs dans notre pays. Il ne faut pas donc, qu'on se le cache. Alors, cette inversion de valeur, c'est celle contre laquelle nous sommes en train de lutter depuis 2011. Et je trouve qu'il y a des progrès, mais quand même, il y a eu 10 années où il y a eu quand même des choses qui sont passées. Alors, moi, je crois que le problème, il est beaucoup plus général. Nous devons collectivement, et nous en sommes conscients, lutter fortement contre donc, cette question de civisme. Il y a d'ailleurs la ministre de l'Éducation nationale qui veut que nous déclarions, elle a demandé au président que nous puissions déclarer l'année 2018 l'année du civisme. Bon, ça veut dire que c'était des débats que nous faisons donc, de manière totalement transparente et sans faux fuyant. Donc les problèmes de circulation, etc. Alors le permis de conduire. Donc il y a des réformes qui ont été faites, donc des réformes nouvelles donc, pourraient être faites pour consolider la situation et nous permettre donc d'avoir, je dirais, donc, le moins d'accidents donc, de la circulation. Alors, concernant M. Frédéric Gara, si vous m'avez écouté, vous voyez que l'agenda est quand même chargé, que ce que j'ai à faire comme job. Alors, je peux vous dire que, bon, je suis concentré donc, sur mon job. Je suis concentré sur mon job. Je suis concentré sur ce que le président de la République m'a confié. J'ai toujours été concentré sur les missions qu'il m'a confiées et je ne me déroberai jamais donc, de cette logique de faire le job pour lequel il m'a donc choisi. Aujourd'hui, je suis en train de travailler, je vous ai expliqué. Je peux vous dire qu'il y a du boulot, vous avez bien entendu qu'il y a du boulot. Alors donc c'est ce que je vais faire. Je m'attelle donc tout simplement à faire donc, mon travail. Alors sur le PPU, c'est un programme
donc, important, important, qui a été, comme vous le savez, pensé et lancé depuis le Golf Hotel par le président de la République. Et je dois dire que le programme, dans sa conception et dans ses procédures, avait été jugé tellement donc, efficace et transparent donc, par l'AFD que lors du premier appui budgétaire d'un 2011 de l'AFD, donc, il a été affecté donc, au PPU donc, pour permettre donc, de pouvoir faire face à tous les travaux donc, que nous avions d'urgence. Après les urgences, ces travaux donc, se sont arrêtés avec la fin, je dirais, en 2015. Donc nous avons mis fin au PPU. Une série de travaux était en cours, mais moi je vais vous répondre de manière simple et claire. Lorsqu'on décidait d'aller faire des travaux donc, dans une région, les travaux sont exécutés, des demandes donc, sont formulées au fur et à mesure, qui sont des demandes croissantes, et il y a eu donc, des travaux qui ont été effectués donc, dans le cadre du PPU et qui malheureusement n'étaient pas donc, budgétisés. Nous avions autorisé donc, des éléments qui étaient donc, au budget. La demande locale donc, a conduit donc, à exécuter une part donc, qui n'était pas donc, budgétisée. Ce que nous avons décidé, c'est de faire donc, un audit. Un audit du contrôle financier du ministère de l'économie et des finances donc, vient de s'achever pour une part qui avait été budgétisée pour un peu plus de 30 milliards et celle-là fera l'objet de règlements dans les jours à venir. Et pour la part qui correspond, donc, je dirais, à des dépenses qui n'étaient pas donc, inscrites donc, au budget lui-même du PPE, mais qui s'est laissé donc, entraîner, je dirais, par la demande locale en besoin d'eau, etc. Et compte tenu des urgences qu'il y avait, c'est le chiffre donc, que vous évoquez. L'inspection générale des finances a été commise pour pouvoir donc, faire donc, un audit. Ce audit est en cours. Nous aurons les résultats donc, assez rapidement et nous verrons dans le travail global donc, des passifs donc, de l'État, puisque nous avons discuté avec le Fonds monétaire pour que l'ensemble des passifs de l'État puisse faire l'objet d'un traitement. Une communication en Conseil des ministres en bonne et due forme sera bien donc, présentée. Ah oui, non mais vous savez, nous avons des budgets. Bon, lorsque un ministère, des structures, même si elles étaient sous la tutelle donc, du secrétaire général de la présidence que j'étais, ben, s'il y a des dépenses qui n'étaient pas au budget, on ne peut pas se lever parce que c'était sous la tutelle du secrétaire de la présidence pour dire que ces dépenses, du coup, sont prioritaires sur toutes les dépenses qui sont au budget. Nous avons donc des règles, et donc elles sont entrées naturellement dans le cadre de l'ensemble des passifs de l'État, sont auditées par l'inspection générale des finances, et le résultat de cet audit sera rendu public, et le gouvernement discutera avec le Fonds monétaire pour voir donc, comment est-ce que les passifs globaux de l'État seront traités. Donc quand les résultats seront connus, donc, nous allons donc, les mettre à la disposition de tout le monde. Donc c'est un processus totalement clair là-dessus. Vous pouvez, non, je vous repasse la parole, c'est important. Je ne sais pas si elles ont mis donc, la clé sur la porte. Nous faisons l'effort en tout cas de payer. Il y a des problèmes. Je ne suis pas sûr qu'elles aient mis sur la clé sur la porte, mais en tout cas, nous prenons l'engagement de payer l'ensemble des factures une fois qu'elles auront été donc, auditées. Et nous les inscrirons donc, budgétairement et nous verrons comment donc, les traiter. Oui. Je suis Arsène Yapi du Journal de l'économie. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions. Récemment, lors du Press Club de l'UNJCI, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse avait annoncé un taux de chômage de l'ordre de 2,8%. Ce taux avait suscité beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, au point où le porte-parole du gouvernement est monté au créneau et est revenu en disant que le taux de chômage était entre 23 et 26%. Aujourd'hui, vous êtes le chef de gouvernement. Je voudrais que vous nous situiez exactement sur le taux de chômage en Côte d'Ivoire. La deuxième question est relative au niveau de la dette ivoirienne. Vous avez dit que c'était autour de 42%. Lors d'une récente mission en Côte d'Ivoire, le FMI s'est inquiété de cette dette.
vous nous rassurez, le FMI s'en inquiète. Je voudrais comprendre avec vous qu'est-ce qui fait cette différente appréciation de la dette ivoirienne entre le gouvernement ivoirien et le Fonds monétaire international. Et puis, est-ce qu'après, les futures générations, au rythme où vous allez encore sur les marchés internationaux vous endetter, est-ce que les futures générations n'ont pas à s'en inquiéter? Merci beaucoup. Ok, la deuxième question. Monsieur le Premier ministre, je suis à Toumbré Joseph, je suis du journal Le Temps. Les parcs et réserves sont encore occupés par les paysans. Une politique de déguerpissement a été mise en place. Aujourd'hui, ces planteurs sont encore dans ces zones. Est-ce que le gouvernement fait? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bon, concernant le taux du chômage, bon, vous avez une norme internationale, si on prend donc la norme voulue par le BIT. Je crois que le ministre de la Promotion de la Jeunesse a pris donc cette norme et c'est comme ça que nous sommes arrivés qu'il a annoncé donc le taux de chômage de 2,8. Mais les bases statistiques, vous savez, des pays comme les nôtres ne sont pas exactement donc, les mêmes bases en termes de classement, bases statistiques que des pays donc, occidentaux. C'est pour cela que ce taux de 2,8% du point de vue purement mathématique est comparable au taux de chômage tel qu'il est annoncé donc, en France. Mais la structure de notre économie donc, en Côte d'Ivoire, avec le taux d'informel que nous avons donc, dans notre économie, avec le nombre d'emplois qui sont plutôt entre des emplois qui sont précaires, bon, c'est cette nature d'emploi qui procure néanmoins donc, des revenus. Si vous les excluez, vous arrivez donc au taux que le ministre de la Promotion de la Jeunesse a annoncé. Mais si vous les prenez donc en compte, parce que vous imaginez que vous voulez penser aux emplois stables, etc., c'est là que nous arrivons à un taux donc, dit de 23%. Mais ça ne veut pas dire que ces 23% sont toutes des personnes qui n'ont aucun donc, revenu. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que des personnes qui n'ont aucun revenu, ce sont des personnes qui ont des revenus, mais des revenus dans des secteurs donc, qui ne sont pas des secteurs qui sont stables donc, et modernes. Donc voilà d'où vient, je dirais, donc, la différence. Alors, je pense que pour nous, qui ambitionnons, et vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué sur notre politique industrielle et l'accent que j'ai mis donc, dans ma déclaration donc, liminaire sur la question de l'emploi, avec toutes les politiques qui sont prévues, avec même l'idée de délocalisation d'entreprises d'un certain nombre de pays et pour des secteurs précis ici, avec l'histoire des champions donc, nationaux, avec la question du contenu local que nous allons intégrer dans le code d'investissement, etc. Vous comprenez que ce que nous voulons, c'est créer le maximum d'emplois, qui soient des emplois stables. C'est pour cela que pour nous permettre d'avoir la bonne mesure et aller dans la bonne direction, nous préférons annoncer, donc à la limite, on peut s'entendre sur le chiffre de 23, mais encore une fois, les 23 ne sont pas 23% de gens qui n'ont pas de revenus. C'est important donc à savoir, mais c'est la nature des emplois qui n'est pas donc la même et nous ambitionnons d'avoir des emplois stables donc, dans le futur et c'est pour cela que nous sommes résolument donc, engagés dans cette politique d'industrialisation au niveau donc, de notre pays. Donc, sur l'endettement avec le Fonds monétaire, on n'a pas de divergence. On n'en a absolument donc aucune. Les taux d'endettement de la Côte d'Ivoire qui sont procédés à 42,8 donc pour donc 2017 ne sont pas du tout des taux qui sont divergents avec ceux du Fonds. Et le classement de la Côte d'Ivoire en termes d'endettement avec le Fonds monétaire, nous sommes donc aujourd'hui en termes d'endettement modéré. Mais simplement, ce que le Fonds dit et que nous-mêmes nous disons et qui guide notre politique d'endettement, c'est que nous avons une marge. On est à 42,8. Je vous dis qu'il y a 70 et je vous ai donné quelques indications concernant un certain nombre de pays. Malgré donc, les chocs que nous avons subis au niveau donc, du cacao, etc., nous disons un pays peut toujours connaître donc, un choc.
nous nous laissons donc une marge pour que même dans des situations de choc économique profond, nous puissions encore être donc dans la limite donc de ces 70%. Je considère que nous sommes extrêmement donc prudents. Mais en même temps, vous savez, les besoins exprimés par nos compatriotes sont des besoins réels. Quand on veut des routes, ça correspond donc à une réalité. Quand on veut de l'eau, ça correspond à une réalité. Quand on veut de l'électricité, ça correspond à une réalité. Donc tous ces besoins méritent donc financement. Donc nous devons trouver la meilleure balance donc, entre un endettement légitime. Et c'est pour cela que ce n'est pas le fait d'endetter qui est le problème. C'est de tout faire pour bien s'endetter. Ça veut dire deux choses. Trouver des prêts à des coûts qui soient donc, les coûts les plus optimums pour que le service de la dette ultérieurement donc, soit un service donc, qui soit supportable par nos finances publiques. Et puis donc s'endetter dans des choses qui permettent donc de soutenir donc, notre croissance, donc créer de la richesse pour permettre le remboursement donc, plus facile de cette dette donc, plus tard. Donc on n'a pas du tout avec le Fonds monétaire international un problème donc, sur l'interprétation en ce qui concerne donc, notre endettement. Alors là, pas du tout. Alors le temps, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Est-ce que vous faites allusion au Mont-Péco? Si c'est ça, peut-être il faut le dire explicitement. Là, on peut répondre à une question précise. D'accord, bon. Si c'est donc le Mont-Péco, nous avons donc travaillé avec les autorités consulaires donc, des pays amis donc, à sortir donc, du Mont Péco un certain nombre de personnes, celles qu'il avait donc, occupées illégalement. Simplement, bon, il y a de la production à l'intérieur. C'est pas une fois que les gens sont sortis, on a de la production qui tente, pas forcément d'ailleurs les personnes qui ont été sorties, qui tentent d'autres de rentrer donc dans les parcs pour aller donc cueillir donc le cacao. Donc voilà, donc nous sommes en train de travailler et vous devez savoir que globalement, nous sommes en train de travailler et nous allons adopter une politique forestière bientôt et qui permettra peut-être que en même temps, nous allons traiter, même si ce n'est pas, je dirais, le même ministère et exactement le même objet, la question donc des parcs et réserves. Il y aura peut-être un certain nombre aujourd'hui de forêts dont la dégradation n'est pas avancée et que nous voudrons préserver coûte que coûte, que nous risquons de classer donc, plutôt donc, en parcs et réserves donc, pour permettre d'interdire de manière donc, totale toute pénétration, je dirais donc humaine. Mais donc là, sur le Mont Péco, sachez que les personnes qui étaient sont sorties et que nous travaillons simplement à éviter qu'il y ait trop de tentations d'autres personnes pour aller donc, faire donc, les récoltes au niveau donc, des productions agricoles donc, qui y sont. Mais les personnes qui devaient être déguerpies et auxquelles vous pensez l'ont été, je peux vous l'assurer. Merci. Monsieur le Premier ministre, pour les problèmes de timekeeping, nous sommes déjà à 15 minutes au-delà de 1h30 prévue. Avec votre permission, nous allons prendre une série de 2 questions. La dernière, s'il vous plaît. Et puis, Monsieur le Premier ministre fera la conclusion avant notre cocktail tout à l'heure. Monsieur, et ensuite Madame. Voilà, là, je décide là. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. David Hainaut de l'agence France Presse. La Banque mondiale a publié récemment un rapport sur l'économie ivoirienne, un rapport qui est très sévère, qui épingle notamment les problèmes de manque de productivité et de retard technologique. Est-ce que vous maintenez l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 ? Bonjour Monsieur le Premier ministre, Stéphanie Aglietti pour RFI et la radio Medi 1. Une partie de la société civile et l'opposition réclament une réforme de la CEI, la Commission électorale ivoirienne.
une réforme avant les élections locales qui doivent se tenir cette année. Ils estiment que la Commission manque d'indépendance et ils s'appuient notamment sur un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, arrêt qui a été rendu il y a un peu plus d'1 an et qui dit que la Cour n'est pas conforme aux instruments internationaux dont la Charte africaine de la démocratie. Alors est-ce que, et donc la Cour réclame une réforme, donc est-ce que le gouvernement songe se pencher sur une réforme avant les élections? Merci. Monsieur le Premier ministre. Bien, donc, on a effectivement le rapport de la banque qui a été donc, rendu public il y a quelques jours. Or, nous ne sommes pas d'accord avec tous les éléments du rapport. Donc, comme de tradition, ce rapport fera l'objet d'un examen par donc, les différents départements ministériels donc, concernés et nous ferons connaître donc, à la Banque mondiale donc, notre opinion donc, sur le rapport donc, qui a été émis. Mais je note cependant que le titre du rapport dit « Au bord du paradis ». Je note. Bon, vous savez que si on classifie les gens, il y en a qui n'iront jamais au paradis. Il y en a qui sont condamnés déjà en enfer. Bon, il y en a pour qui le chemin de l'enfer au paradis ou le chemin de la terre vers l'enfer est plutôt tracé, etc. Mais nous, ils ont déjà dit que nous sommes donc au bord du paradis. Alors maintenant, ils nous disent qu'au bord du paradis, il nous reste quelques éléments pour que les Ivoiriens, pour que nous puissions y entrer. Et donc moi, je n'ai pas de raison de penser que nous devons changer notre objectif d'émergence donc en 2020. Je peux vous dire que nous étions en Londres en septembre 2017. Et nous sommes allés au London Stock Exchange, à la Bourse de Londres, et nous avons discuté avec eux et ils nous ont présenté donc, un rapport de leur analyse des pays qui étaient donc, à la frontière donc, de l'émergence. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique subsaharienne de notre région donc, qui avait été retenu par le London Stock Exchange comme étant à la porte donc, de l'émergence. Donc il n'y a pas de raison pour nous donc, de changer, je dirais, donc, de cap. Surtout que l'exécution de notre plan national de développement, que ce soit celui de la période 2012-2015, indique que nous avons atteint nos objectifs. Nous avons fait le point donc, sur l'exécution du PND 2016. Nous étions là aussi donc, à l'objectif. Maintenant, nous savons qu'il y a des efforts donc, à faire. Nous savons qu'il y a des efforts donc, à faire. Et ces efforts sont importants. Notre conviction, c'est que c'est avec le secteur privé donc, que nous devons donc, nouer donc, un partenariat pour faire le saut qui permettra définitivement à la Côte d'Ivoire de rentrer donc, dans les pays donc, émergents. Et nous sommes prêts donc, à créer, en dehors des problèmes fiscaux sur lesquels on discute, le rapport que nous avons commandé à McKinsey et qui nous a été rendu nous indique que l'écosystème est beaucoup plus important dans la décision d'investissement et dans la possibilité d'arriver à partir d'une idée d'investissement à sa réalisation que les problèmes donc, fiscaux. Et c'est sur cela que nous allons travailler. Des recommandations fortes ont été faites. Le gouvernement a déjà examiné ce rapport et nous allons donc le transmettre, il l'a transmis déjà à la présidence et le président a prévu un conseil présidentiel, un conseil national de politique économique sur ce rapport pour faire prendre au plus haut niveau de l'État toutes les décisions pour faire les réformes indispensables au niveau de l'écosystème permettant de booster donc, le secteur privé. Et c'est cela que nous allons faire. Donc nous sommes convaincus que les objectifs que nous nous sommes fixés, donc, nous pourrons les atteindre. Alors, sous les éléments de productivité, ce rapport d'ailleurs, nous allons le discuter avec le secteur privé. Et nous verrons donc ensemble que ce qu'il faut faire. On va le critiquer et tout ce qui apparaîtra comme objectif qu'il faut faire au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé, nous le ferons. Parce que notre objectif est clair, il a été tracé et clairement tracé par le président.
Alors, sur la CEI, moi, je vais vous dire, j'étais en tout cas de ceux qui ont quand même discuté avec le NDI à l'époque, lorsqu'on faisait la réforme pour arriver à la CEI, donc telle que nous l'avons aujourd'hui. Et je peux vous inviter à prendre donc la CEI qui existait avant la réforme de la CEI telle qu'elle est donc à la date d'aujourd'hui. Et celle qui est en place aujourd'hui est issue d'un consensus politique au niveau de tous les acteurs, et ce consensus a été facilité et organisé par le NDI. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont été consultés. Des discussions ont eu lieu avec nous tous, et le NDI est même venu au plus haut niveau et a eu des audiences avec les présidents de tous les partis politiques. Après, a même rencontré le président de la République pour faire part de ses recommandations et a indiqué comment est-ce que la CEI devait être décomposée entre les 3 tiers, etc. Et c'est consensuellement, avec tous les partis politiques, je tiens encore à le dire, que la CEI actuelle a été mise donc en place. Donc il faut le savoir. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme, je vous invite à aller voir comment est-ce que ce jugement est arrivé et par qui la plainte donc a été posée. Ceci étant, le président de la République a décidé qu'il y ait un dialogue politique. Bon, ça, il se fera. Mais sachez que la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire à la date d'aujourd'hui est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant donc, les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI ici en Côte d'Ivoire qui a rencontré tous les acteurs. C'est important de le savoir parce que les gens parlent comme si c'était une CEI où le gouvernement s'était enfermé un jour en Conseil des ministres et avait pris donc un décret portant composition de la CEI. Vous vous souviendrez d'ailleurs que même quand la CEI après avait été adoptée sur la base de ces recommandations, l'opposition donc a encore protesté. Nous avons dû revenir faire des amendements sur la CEI qui avait été adoptée de manière consensuelle en créant des postes, y compris de vice-président, etc., pour permettre d'avoir un consensus complet. C'est cela donc la réalité, madame, par rapport à notre commission électorale indépendante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ces réponses. Merci aux journalistes pour ces questions. Monsieur le Premier ministre, à vous-même, à tout le monde ici, je vous informe que vous êtes suivi live sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons... Je note que vous nous faites prendre des risques, monsieur. C'est les temps modernes. Voilà, il faut se plier à cet exercice. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La cérémonie ne pourrait prendre fin sans ce qui est prévu dans le chronogramme, à savoir un mot de conclusion. Un mot de conclusion à l'attention donc des internautes, avec tous les risques que nous prenons. À mesdames et messieurs ici présents, voilà, Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres, donc les chers membres du gouvernement, puisque j'ai parlé à notre nom, donc à tous, j'ai pris des engagements à notre nom à tous, chers amis de la communauté internationale, monsieur le président donc, du patronat ivoirien, chers amis donc, journalistes, mesdames et messieurs, j'ai été heureux d'avoir cette opportunité de rencontre donc, avec la presse pour nous permettre de faire le point de l'action gouvernementale à nos compatriotes. Et suite aux orientations données par le chef de l'État dans son discours à la nation, dire de manière un peu plus précise vers où nous allons, quelle est la déclinaison des orientations du président au niveau donc, du gouvernement suite au programme d'action prioritaire qui a été adopté donc, en janvier dernier. Moi, je voudrais dire que nous pouvons tous, au niveau donc, des Ivoiriens, avoir foi donc, à l'avenir de notre pays. Les ingrédients sont objectivement donc, réunis pour assurer donc, à notre pays donc, le développement qu'il mérite, le progrès qu'il mérite, pour assurer donc, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens donc, des conditions de vie qui s'améliorent donc, tous les jours.
Vous avez noté que j'ai insisté donc, sur la question de l'emploi. La bataille, la grande bataille que nous avons décidé de mener sous l'autorité du président est celle de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Je vais engager tout le gouvernement, tous nos partenaires pour que nous gagnions donc cette bataille. Et je puis vous le dire, nous pouvons le faire, nous en avons les capacités humaines, nous avons les fondamentaux économiques donc, pour le faire et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir. Je souhaite donc à notre pays, donc à nouveau, tous les vœux donc, de progrès, de succès et je crois que nous allons donc réussir. Merci donc à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je signale que tout à l'heure, nous aurons la photo de famille avec Monsieur le Premier ministre. Pour les journalistes, bien entendu, Monsieur le Premier ministre va se retirer le temps d'enlever les micros et rejoindre l'équipe de journalistes sur l'estrade à l'entrée de cette salle. À tous et à tous, nous disons merci. Merci d'avoir pris de votre temps. Bonsoir.